Passons à l'UK TC Elite GT, 212 joueurs, c'est énorme, 7 rondes en Angleterre, impressionnant. Donc au niveau du showdown, on a Necron contre Tyrannide, on va regarder... Ah, Necron, on est en Novok, d'accord, donc on n'est pas en Eternal Expansionniste. Alors, on a le Supreme Command avec bien sûr le Silent King. Ensuite, on est sur un bataillon avec en Ocelot un Technomancer et la Canoptech Cloak. En QG, on retrouve la Catacombe Command Barge avec le Voltaic Staff. Et il a pris l'Immortal Pride, qui est un trait de seigneur de guerre, donc qui lui permet d'obtenir une Feel No Pain à 5+, contre les blessures mortelles pour la Catacombe Command Barge. Et en plus, il a une capacité d'aura qui permet aux unités à 6 pouces dynastie base d'ignorer tout ou en partie des modificateurs des tests d'attrition. Ensuite, on retrouve un Chronomancer avec le Voile des Ténèbres. On a un Lord avec l'Orbe d'Éternité. En troupe, on retrouve 2 unités d'immortels en Tesla Carbine et un pack de 20 guerriers Nécrons. En élite, on a les 2 packs de 20 dépeceurs. Là, on a un retour du dépeceur. Il y a quelques temps, on avait vu ça particulièrement à la Med Cup, où les joueurs Nécrons jouaient 3 x 20 Flayed One. Et donc là, on a un espèce de petit retour avec du 2 x 20. En attaque rapide, on a 2 unités de 3 Ophidian Destroyer, une unité de 3 Tomb Blade, dont 2 en Particle Beamer et 1 en Twin Tesla Carbine. En soutien, on retrouve une unité de 3 Locust Destroyer, 3 Locust lourds Destroyer. Pour ce qui est de la liste de David Gaillard en flotte Léviathan, alors... Donc on est sur un bataillon, en QG on a un Broodlord tout nu, un Neurotrope avec le trait qui permet de buffer 2 fois unité Psyker avec un dé supplémentaire donc pour lancer les parties. Ensuite on a le Tyran ailé avec Direct Guidance, donc ça c'est le plus important pour toucher, et l'Obliterax en relique. En troupe on retrouve 2 grosses escouades de 9 guerriers tyrannides et une plus petite de 4. Alors ils sont tous en paire d'épédos. Sur les gros packs, on retrouve la glande d'adrénaline et les crochets, là où sur la petite unité, on ne l'a pas du tout. Et ensuite, on est en Deathspitter et les 3 canons venin dans chaque unité de 9, et full Deathspitter pour la petite unité de 4. En élite, on retrouve une unité de 3 Tyrant-Garde avec les Bone Cleaver et les Buoknut, 2 unités de 3 Venom Trop, une unité de 3 Zoanthropes, et en volant, on a les 2 Harpies, dont une Harpie qui a été améliorée en Synapse. L'autre, elle est toute nue. Hell yeah, Novok! Comme je l'ai dit hier, je suis un grand fan de cette dynastie. Alors c'est génial de voir James la piloter jusqu'à la table d'honneur. Le secret est, d'avoir encore plus d'écorcheurs, donc c'est les dépeceurs. Celles-ci sont tout à fait à la hauteur de Novok parce qu'elles bénéficient énormément des PA supplémentaires et de l'accès à un stratagème d'attaque +1. Et les dégâts qu'une unité complète peut infliger avec des buffs, surtout ici avec le Roi du Silence qui fournit des relances de blessures et des buffs de points de commandement à la puissance, sont extrêmement légitimes. C'est vrai qu'en plus, de mémoire, les dépeceurs, ils ont des 6 explosifs. Donc, quand on commence à accumuler les reroll touches, les plus une attaque, les bonus de PA, ça fait une belle saturation quand même. Ils sont aussi, honnêtement, la chose parfaite pour découper des guerriers Léviathans. Ils ont assez de force grâce à une Void pour atteindre l'important point de rupture de force 5, et assez d'attaque et de PA, plus les 6 explosifs, pour faire une sérieuse entaille. Tant qu'ils ont l'avantage sur les guerriers, le combat leur est favorable. Et même s'ils n'y parviennent pas, ils ont de bonnes chances de ne pas être complètement anéantis, ce qui leur permet de se réanimer et de faire quelques dégâts. Les volets de gauze des Warriors ne sont pas mal non plus pour cette tâche, et en général. David doit s'inquiéter un peu plus d'être mis à terre dans un engagement de milieu de plateau qu'il ne le ferait normalement avec sa liste. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas d'atouts à faire valoir, mais qu'il va devoir les utiliser efficacement. Les 2 harpies budgétaires sont excellentes ici, car dans ce jeu, les bombes sont primordiales, pour infliger un gros morceau de mortel à l'un des blocs d'infanterie qui ne peut pas être réanimé, pour éliminer les menhirs du roi silencieux ou pour essayer de faire sauter la barge de commandement et elle se cache en sécurité. Les canons sont aussi tout simplement meilleurs que les Venom pour détruire l'infanterie, et étant donné qu'ils peuvent assez rapidement éliminer les éléments de la liste Necron qui les menacent sérieusement, ils devraient être configurés pour infliger des dégâts d'attrition massifs au fil du temps. À moins que l'un d'entre eux ne soit éliminé au premier tour, ils ne sont pas non plus la seule source de mortels, le neuroparasite étant un autre outil horriblement efficace contre le gros bloc. L'autre atout dont dispose David est une plus grande capacité à définir les termes de l'engagement. Il dispose d'une menace de mêlée très rapide avec le volant, et les guerriers peuvent viser à engager les dépeceurs à une distance sûre grâce à Onslaught, qui leur donne une advance charge. Malheureusement pour les audacieux et glorieux héros du Novok, cela crée 2 incitations quelque peu contradictoires.
La menace de contre-attaque vous incite à être quelque peu prudent, mais la quantité d'attrition que les tyrannides peuvent lancer signifie que ce n'est pas vraiment une option, à moins qu'ils n'obtiennent un tour de tir très élevé au départ. En fin de compte, je pense que les Nécrons doivent être agressifs ici. Esquiver une contre-attaque ne sert à rien si aucune de leurs unités n'est en état d'engager le combat au moment des premières escarmouches. Et les Nécrons secondaires peuvent permettre de marquer des points très tôt si vous poussez fort. Ils ont aussi des unités peu coûteuses mais assez menaçantes qui attendent en profondeur sous la forme des Ophidians. Parfaits pour éliminer les petits personnages tyrannides, ils sont laissés sans protection. Et au moins une chance d'effectuer une charge surprise de leur côté s'ils parviennent à utiliser l'orbe d'éternité pour combler l'écart entre les dépeceurs et leur proie après que l'unité ait subi quelques pertes. On a toujours l'impression que les tyrannides ont suffisamment de bonnes réponses pour que la partie soit en leur faveur, et David a remporté la victoire. Mais essayer de pousser fort avant que l'attrition ne s'accumule et marquer un grand coup tôt donne définitivement une chance à Novok. Donc le résultat, on est à 86-60, donc on a 26 points de différence tout de même entre David Gaillard et son adversaire Nécron. Donc David Gaillard, pas la première fois qu'on le voit, hein, c'est pas ses premières victoires. C'est même dommage qu'il n'ait pas été au WTC. Voir l'épreuve de force ainsi que de nombreuses éditions précédentes de cette chronique, David continue d'aligner et d'abattre ces derniers, et prend une avance assez confortable en tête de l'ITC avec ce résultat. Ensuite, en deuxième place, donc on a James Marden en Nécron, avec sa liste de Novak. Principalement couvert dans l'épreuve de force, un mélange sain de blocs d'infanterie durables et mortels, des unités rapides pour flanquer et effectuer des actions, et le roi silencieux comme coup de marteau en milieu et fin de partie. Fantastique de voir une construction non obsèque percer aussi durement. Bravo à James. Ensuite, on a Ben Hampshire en Renegade Knight, donc en Chaos Knight. Ben a également remporté le prix de la meilleure peinture lors de l'événement et a eu la gentillesse de nous envoyer quelques photos de l'incroyable armée. Ah oui, effectivement. Oh, hop. Très belle armée. Voilà. Très belle armée, vraiment. Avec le côté un peu naga, là. Ah, mais c'est une super bonne idée de prendre ces figurines d'AOS pour en faire des knights derrière. Très belle armée. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Suprême commande, donc Abaddon. Très bien. Ensuite, il a un super heavy détachement, alors avec 2 exécutionneurs, un Iconoclast Dread Knight Précision Cruelty. Il a ensuite 3 carnivores en RP Trax. Alors, attendez, oui. Exécutionneur, donc Cruelty. L'exécutionneur avec le Tzinch Mirror of Fate. Ensuite, on a 3 carnivores en maison Arpetrax avec Korn et le Blood Shield. Ensuite, on a un Moirax avec les Lightning Lock en Undivide et le Warpborn Stalker. En Bolt Tyran, Iconoclast Dread Blade. Ensuite, on a 2 Stalkers en maison Arpetrax. Alors, lui, il a la Traitorous Lens, Demon Breath Spear, le Helm of Dog, Undivide, Blessing of the Dark Master. Et enfin, on a 3 autres Stalkers. Ben nous a également fait part de ses réflexions sur la liste et sur leur match de demi-finale contre les tyrannides de David. À vous de jouer, Ben. C'est le Dogworld Standard d'Abaddon en RP Trax que j'ai choisi au départ parce qu'il me semblait le plus indulgent en cas de faible nombre de parties. Je suis venu à aimer l'Iconoclast, plus une attaque, plus un à la charge, les blessures supplémentaires et les astuces que l'on peut jouer avec Warping Présence. C'est une liste de mêlées pour la plupart, avec comme fer de lance 3 carnivores. Ils sont géniaux, j'aimerais les avoir dans 2 unités séparées pour le déploiement, mais les places sont limitées. L'un d'entre eux avec le Blood Shield à inclure absolument. Le bloc de tracker et le noyau dur, avec les buffs d'Icono. Ils se débrouillent plutôt bien en mêlée et les gens ont très peur de 5 Melta qui regardent vers le bas du terrain. Même si sur la table, ils ne sont pas toujours à la hauteur. Le casque des chiens, donc c'est le Helm of Dog, est aussi auto-inclus et le reste de la liste a aléatoirement 20 points de libre pour la bénédiction du Maître des Ténèbres. Cela n'a presque jamais d'importance dans mon expérience. Un avantage que nous avons est la possibilité d'utiliser les Dread Blade dans notre détachement. Ils sont spécifiquement exemptés, avec les Free Blade, des restrictions de soupe de sous-faction. Donc nous pouvons abandonner RP-Trax et prendre quelques bons traits de Dread Blade pour nos chiens d'armes. Donc c'est les War Dogs. La paire d'exécuteurs, donc d'exécutionneurs, fait un travail de fond très cohérent avec la cruauté de précision, plus un AP, plus un dégât sur un 6 pour blesser, pour des actions d'autocanon à 4 dégâts, et l'un d'entre eux a l'auto-inclusion du miroir du destin, donc Mirror of Fate, pour la régénération de points de commandement. Il s'active pour donner un 6 automatique par ronde pour garantir un tir dégâts 4. Le Moirax avec Bolt Tyran, plus un AP sur les tirs dans un rayon de 18 pouces, c'est une pièce technique. Je pense que Deep Strike sur un chien avec Warpborn Stalker est incroyable. Même si tout ce qu'il fait est d'alléger l'embouteillage du déploiement. Mais avec ce gars-là, je voulais prendre quelque chose qui pourrait éliminer de manière fiable 5 rétributeurs imprudemment positionnés ou une quantité légèrement plus grande de Zephyrim ou de Repentria imprudents. Cela semblait bon sur le papier, mais n'était peut-être pas aussi efficace en pratique. Abby lui-même n'a pas de trait. Donc Abby, c'est Abaddon.
Ils sont bons, mais les Chevaliers du Chaos ne peuvent pas bénéficier de ces buffs pour Let the Galaxy Burn, et il met toujours Chapter Master sur lui-même, donc Eternal Vendetta est inutile. Le dernier trait ne vaut pas un PC à mon avis. The Scoring est une mission que j'ai jouée 3 fois au total. Les deux sur le terrain WTC, principalement parce qu'elle n'est pas dans le pack régulier. L'une de ces parties était les Chevaliers du Chaos. Le déballage est difficile. Les espaces en dehors de la zone de déploiement sont très étroits, et j'ai définitivement fait un château dans le mauvais coin avec mon déploiement ici. Je ne sais pas non plus comment gagner si je passe en deuxième position, parce que les harpies occupent mes seuls moyens de sortir du déploiement, et la pression est alors trop forte. Heureusement, cela ne s'est pas produit, et à la place, j'ai essayé de me ruer sur le primaire aussi fort que possible pendant que David jouait très prudemment, obtenant un 12 autour d'eux et maintenant une bannière en bas tout en lui donnant 2 points durant 4 tours. Mais finalement, dans le plus triste lorsque je tire, est le fait que mon Wardog rate à chaque fois ses tirs. Et après la mort d'Abaddon au tour 3, je fais ma dernière tentative pour marquer autant de points que possible avant que la marée de guerriers tyrannides, meurtris, mais qui n'ont pas subi autant de dégâts des autocanons que je l'aurais souhaité, ne me submerge, et que David puisse lever les bannières, effectuer des scans de specs et retourner le jeu vers une victoire solide. Un grand merci pour le commentaire. Génial de voir une expérience pratique avec une liste de plus en plus populaire. Comme toujours, si vous vous débrouillez bien lors d'un grand événement et que vous souhaitez me faire part de vos réflexions sur votre armée, il n'est pas nécessaire qu'elle soit aussi complète que celle de Ben, tout peut aider. Vous pouvez nous les envoyer à l'adresse contact@goonhammer.com ou via Facebook, Messenger ou Discord si vous êtes un mécène. Tant qu'ils arrivent avant lundi minuit, heure anglaise, je ferai de mon mieux pour les intégrer. Alors en 4ème place, on a Alec Jeans avec ses Adepta Sororita. On va regarder, donc on est sur un Bloody Rose, exact. Donc on est en bataillon, en Ocelot on a une Repentia supérieure, en QG on a une Canoness avec Blazing Ear, Ward of the Emperor et la Blade of Saint Elinor. On a Morvenval en seigneur de guerre. Il n'a pas mis le trait, il n'a pas payé le trait sur Morven, donc pas de full reroll touche bless pour elle. En troupe, on a 2 unités de 5 Battle Sister, on a une unité de 10 Novitiate avec les melee weapons. En élite, on retrouve une unité de 8 Célestian Sacre-Sainte, une unité de 3 Parangons en Multimelta et en Warblade. Sauf sur la chef où on a une Warmass. Ensuite, on a un Preacher avec Zilot Vindicator, bon, il me semble. Ensuite, on a 3 unités de Sœur Repentia, 2 de 7 et une de 5. En attaque rapide, on retrouve une unité de 5 Séraphim, avec 4 Enflammer, et le reste en Ball Pistol. Ensuite, on retrouve 2 unités de 5 Zephyrim, dont une avec le Penant. En soutien, on a 2 unités de Rétributor, avec les 4 Multimelta et le Chérubin. On n'a pas de petits tricks avec les combis Flammeurs, donc... Alors par contre, dans la deuxième unité de Rétributeur, on n'a pas 4 multimelta, mais seulement 3. En transport d'étier, on a un immolateur avec un missile killer et le double multimelta. Et enfin, on a un Rhino de l'Adepta Sorority. Bloody Rose termine le top 4 des Super Majors en apportant un peu plus de crunch par rapport aux constructions standards avec quelques paragons. Le terrain UKTC vous offre des options assez fiables pour les cacher, ce qui les rend assez attractifs. Et une fois qu'ils sont dans la liste, un immolator commence à avoir l'air bien meilleur, parce que la concentration anti-char de l'adversaire va être divisée. Il est également intéressant de noter qu'en plaçant des rétributors dans l'immolator, puis en utilisant Carry for the Faithful, on peut obtenir beaucoup de tirs de Meltas sur une cible clé au premier tour, ce qui est souvent difficile sur les cartes UKTC, donc une autre valeur ajoutée. Félicitations à Alex pour sa 4ème place. Pour le reste du best, on a Aiden Smalley en Death Guard, un puissant build de pression inexorable avec beaucoup de Plague Marines dans les rhinos, une aura étendue de Biologus putrifieur pour les buffer grâce au Fugaris Helm, et quelques tirs de soutien de Plague Burst et de Contemptor's Volkilt, également aidés par le Ferrit Blight. Très difficile à déplacer, l'objectif sécure modulaire à appliquer si nécessaire, et il faut souligner qu'Aiden était en fait 2e en point de bataille après 5 tours, mais n'a pas pu rester pour les finales. Oh, c'est dommage ça. Et enfin, en 6ème place, on a Nathan Withbraid en Tyrannide, Léviathan avec un spam de guerrier, beaucoup de puissance psychique.